Donc, on est toujours en train de parler des cultures comme projet et au-dedans des cultures, des projets dont notre projet biomédical de s'occuper du bien-être physiologique, si vous voulez. Pour nous, la maladie véritable, c'est vraiment la maladie microbienne ou du casse la pipe. Et j'ai lu une fois récemment un bouquin sur la psychosomatique écrit par un médecin, mais pour lui, c'était en attendant qu'on arrive à somatiser le psychique. Pour beaucoup de médecins, le psychosomatique, c'est faute de mieux. On n'arrive pas encore à savoir. Et donc, mais en Afrique, c'est exactement le contraire, si vous voulez. Le somatique, oui, il y a un volet somatique, mais il est inclus intégralement dans le psychosomatique, dans votre disposition mentale, morale, mais cela, votre individualité est intégrée, partie intégrante d'un corps social qui est responsable plus que vous-même parfois de votre mal-être. Et le mal-être social, la société qui se trouve mal en point, est souvent redevable d'un chauffement climatique, d'une atmosphère malsaine globale. Et le Muganga africain, il traite de tout ça à la fois. Il n'est pas... Imaginez ici, vous allez chez votre médecin traitant et vous dites « j'ai mal à la tête ». Ah bon, voilà les aspects. Non, c'est la voisine, elle est chiante. Ou est-ce que vous ne pourriez pas... il pleut trop pour le moment. C'est des questions complètement loufoques pour un médecin, mais pour un Muganga africain, c'est les questions qu'il faut poser. Ça veut dire il faut intervenir globalement, il faut travailler sur tous les registres à la fois pour qu'ils aient un sens gestalt, ça veut dire un sens holistique. C'est pas bidon. Toutes ces différentes parties tournent en rond ou ne tournent pas en rond en fonction de l'ensemble. Et donc, ce brave Congolais a tout à fait raison, à la fois de dire, mais nous, à la limite, vous êtes gentils, les Blancs, parce que vous imaginez que Dieu sait comment nos guérisseurs ancestraux, ils ont réussi à mettre les mains sur des agents actifs dans les plantes et qu'en prenant des échantillons de leurs plantes, ils étaient un peu des herboristes sans le savoir. Par trial and error, par expérimentation, ils ont réussi à, par tout ça, en quelques rares cas, mettre le doigt sur des agents actifs et que, grâce à des laboratoires, on peut les extraire, les analyser, etc. Ça, c'est complètement faux. Et les guérisseurs africains que je connais donnent volontiers des échantillons de leurs herbes, de leurs écorces ou de leurs morceaux d'anatomie animale parce que ça ne marche pas en soi si vous n'avez pas le bismillah, si l'ancêtre qui a d'abord trouvé cette plante-là ne donne pas le feu vert, il ne se passe rien. Ils ont dit,
les Waganga rwandais que j'ai fait étudier par un Rwandais lui-même ont dit à cet étudiant, mais pourquoi est-ce que les Blancs s'acharnent sur le gazon? En Swahili, ni maja, ni tout. Ce que l'on leur donne, c'est de l'herbe, c'est tout. Ça ne sert à strictement rien. Si vous n'avez pas l'activation par la parole donnée de l'ancêtre, mais il ne se passe rien. Et donc, si vous voulez, on est vraiment, dès que vous commencez à creuser en profondeur, vous vous trouvez sur une toute autre planète qui interpelle. Je ne dis pas qui a raison et qui a tort, mais c'est justement c'est parce qu'ils sont par le même en plus petit, mais tout autre, que l'interculturel est enrichissant. Il faut vraiment que cette dialectique entre le même et l'autre soit véritable, autrement ça ne mène nulle part. Et le problème, ce qui à mon humble avis, salope ou cochonne les échanges ou les contacts interculturels, c'est que le blanc est piégé par le naturel et le surnaturel comme étant des étalons des réalités faisant foi et loi hors culture. Tandis que ce brave Spengler, déjà, s'était rendu compte que tout est interculturel, intraculturel. Chaque culture est un lieu, si vous voulez, c'est ce que j'appelle dans mon jargon à moi de la topologie. Topos en grec, c'est une localisation, c'est un lieu vécu. Et chaque lieu, chaque culture a sa logique et son langage propre par rapport au problème global du naître et être bien. L'Afrique a cette approche absolument globale, tandis que nous, on a sectorialisé, on a physiologisé, si vous voulez, le problème de la santé, de la et c'est peut-être un deuxième dessin montre le piège, si vous voulez, d'extrapoler l'essentiel hors culture. Comme si le culturel n'était que l'emballage cadeau, n'était que le gift wrapping, n'était que, si vous voulez, l'aspect visible par rapport à une réalité qui serait universelle et univoque. Et donc, prenons, c'est un cas que j'ai vécu, 3 cultures. 3 cultures au Sénégal. Donc, à droite dans le triangle, les Toubabs, les coopérants, les Français qui traînaient encore au Sénégal dans les années 80, quand j'y étais. À votre gauche, l'élite sénégalaise, si vous voulez. Et au milieu, le paysan sénégalais, le villageois sénégalais, par rapport au fait d'avoir des chiens de compagnie. J'avais fait une enquête dans ces années-là. On était invité à un colloque en Autriche pour redorer le blason du fameux Konrad Lorenz, qui s'était un peu entiché à l'époque des nazis, parce qu'il avait fait sa thèse sur ces fameux poissons rouges japonais qui se bagarrent tous les mets à 1 kilomètre de distance, ils vont se précipiter dessus pour se bagarrer. Donc il avait une vision un peu biaisée sur la violence innée de l'humain en plus, et donc Hitler tombait à point nommé. Bon, il n'était pas à ce point compromis.
Mais néanmoins, on voulait redorer son blason et donc on a été invité à présenter quelque chose à ce colloque en 82 à Vienne. Alors j'avais fait une enquête sur les amateurs de chiens à Dakar. Ça veut dire, je savais qu'il y avait un gros problème parce que l'élite sénégalaise avait des chiens de compagnie, un peu comme l'élite chinoise que j'allais connaître plus tard, un peu dans le sens de Bourdieu, pour se distinguer des niaques, des barbares, du vulgus plebs. On a un chien de compagnie qui ne sert à rien, comme le nôtre, il ne sert pas à grand-chose, ce foutu teckel. Et donc l'élite sénégalaise aussi avait eu cette manie, à mes yeux, d'avoir des chiens qui ne servent pas à grand-chose. Et donc j'avais demandé, la plupart à 99,9%, les gens qui ont répondu à l'enquête, c'était des Sénégalais ordinaires, les citadins, et surtout des immigrés de fraîche date. Et celui qui m'a le plus impressionné, c'était un jeune adolescent qui venait d'un village de la Casamance, tout à fait au sud du Sénégal, et qui a la question pourquoi est-ce que selon vous les Sénégalais auraient des chiens, m'a répondu, Dieu sait comment, sous une forme scolastique, sous forme de syllogisme. Il a dit, voilà, nous, le majeur, nous en Afrique, nous avons des chiens pour 3 motifs. Surveiller le bétail, aider à la chasse. Jusque-là, on semble être dans le monde canin tout court. Et puis, troisièmement, et surtout, pour nous avertir des dangers de l'invisible. Ça veut dire les sorciers sont invisibles, mais le chien, il a un 6e sens et il sent, et il commence à aboyer et il vous avertit, c'est un early warning system, il vous avertit de la présence éventuelle des sorciers ou des esprits mal intentionnés. Voilà. En Afrique, le chien, ça sert à ça. Mineur, l'élite sénégalaise, ils ont des chiens qui passent la journée sur un coussin devant la télévision en train de bouffer des friskies. Et donc, ça ne sert à rien. Ergo, cette manie d'avoir... Il a sorti, Dieu sait où il a tiré, un jargon marxiste en disant que l'élite sénégalaise est totalement aliénée, s'imagine être des toubabs quand ils sont des Noirs. C'est des Noirs blanchis. Ces histoires de chiens, ça ne sert à strictement rien. C'est de l'esbrouf, c'est pour faire comme les Blancs. Ce qui est assez intéressant dans cet exemple, c'est que, effectivement, s'il est dans son village, le chien villageois, ça sert à ces 3 choses, si tu veux. Mais hors lieu, à la fois du côté des Blancs à Dakar et de l'élite sénégalaise, ce chien villageois ne sert à rien. Son lieu n'est pas en ville, si tu veux. Et donc, il a sa place aussi bien dans le triangle de l'élite que dans le cercle des Blancs. Ce que le Sénégalais en question a fait, c'est naturaliser son chien culturel, son chien villageois à tout son sens, 100% dans le village. Mais tu ne peux pas, à moins d'être platonicien, où tu as un chien archétypique et tous les autres chiens, c'est des avatars de son chien archétypique, tu ne peux pas extrapoler, essentialiser, naturaliser, fétichiser ton chien et dire que seul le chien carré mérite le nom de chien et que le triangle, c'est nul et non avenu, et le chien des Blancs encore davantage. Parce que
dans l'enquête, je n'oserais presque pas le traduire en latin, mais le gamin insinuait que c'était les femmes blanches qui avaient des gros chats noirs pour faire Dieu sait quoi. Et donc, on voit très bien, dans ce cas un peu loufoque, le danger que court tout le monde, c'est de naturaliser ce qui convient à 100% à sa culture, à lui. Et donc, il n'y a pas de chien naturel. Bon, le chien... Alors, les étudiants souvent me disent, oui, non, mais là, c'est d'accord, là, il y a les chiens de la bourgeoisie, il y a les chiens des coopérants blancs au Sénégal, et puis il y a le chien culturel. Mais il y a quand même le chien scientifique, le Canis vulgaris. Ça, c'est le chien par excellence et par essence. Moi, je dis absolument pas. Ce chien-là n'est que le chien construit pour les besoins de la cause scientifique. Ce n'est pas le chien faisant foi et loi. Et donc, il n'y a pas de dogme aux cultures. Pourquoi est-ce que je parle tout d'un coup de dogme au lieu de chien? C'est parce que le missionnaire a pris son God pour le God par excellence. Pire que la naturalisation, il y a la surnaturalisation. Ça veut dire les missionnaires catholiques ou musulmans ou bouddhistes ou n'importe quoi ont tendance à surnaturaliser ce qui ne peut être culturel, ce qui ne peut être... Pourquoi est-ce que j'ai assuré le carré? C'est parce que on ne peut pas être partout à la fois. Tout le monde est localisé quelque part à un moment donné. On est tous dans un milieu, hic et nunc. À cet instant-ci, on n'est pas sur la Lune, on n'est pas à Louvain, on est dans un appartement rez-de-chaussée à Namur. Et donc, ça paraît banal et évident, mais c'est absolument crucial. La bilocation, ça veut dire la possibilité d'être localisé en deux endroits en même temps, est exclue, sauf pour certains saints canonisés, surtout en Italie. Au nord des Alpes, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des saints qui étaient en train de prier devant le tabernacle et en train d'engueuler le pape pour avoir trop forniqué à Rome. Mais là, je dirais, bon, ces cas exceptionnels à part, personne ne peut être en définitive dans deux lieux, dans deux cultures à la fois. Là aussi, de nouveau, Spengler a absolument raison. Tu dois assumer le lieu et le langage et la logique du lieu où tu te retrouves, si vous voulez. Et donc, cela aboutit à quelque chose qui paraît un peu farfelu aussi, c'est que ça, c'est du relativement absolu. Ça veut dire, par rapport à toi, tu as droit aussi bien à ton dog qu'à ton dog. Prenons un autre cas, si vous voulez, le sport. Mettons que j'aime le tennis. Et vraiment, j'adore le tennis. Je viens sur le continent, je débarque de l'Angleterre sur le continent et je trouve sur les quais à Calais des dockers français costauds en train de jouer au foot. Je prends ma petite balle de tennis et je dis, montrez-moi votre ballon de foot, il est trop gros. Il est absolument trop gros. C'est immonde, c'est trop gros. Il faut arrêter. Bon, les Français, ils vont dire, bon, c'est la vache folle, rentre chez toi. Donc, je laisse tomber les Français pour ne pas être tabassé. Et j'arrive en Belgique et je vois à Charleroi
des Belges en train de jouer au ping-pong avec un minuscule balle de ping-pong. Là, je dis, arrête, non, là, vous exagérez. Bon, vous êtes des petits Belges, ça se comprend. Mais votre balle, il est trop petit. Il est absolument trop petit. Voilà la balle qui fait foi et loi, c'est celle-ci. Et je saute sur la petite balle de ping-pong des Belges, parce que je suis britannique, je suis membre de l'Empire, je domine. Une fois que je suis parti, ils reprennent leur jeu comme si de rien n'était. Ça, c'est vraiment l'exemple type de l'interculturel de la part du missionnaire qui vient avec son message absolu, absolument absolu. Ça veut dire pour lui, son dog, son god, sa balle de tennis, ce n'est pas culturel. C'est naturel, c'est même surnaturel. Et donc, toutes les autres cultures, tôt ou tard, doivent devenir carrées. Alors, les anthropologues à qui je dis ça, disent oui, mais ça c'est des histoires de curés, c'est des histoires, effectivement, de blancs impérialistes. Nous, les anthropologues, on n'est pas dans ces eaux-là. Moi, je dis attention, vous, les anthropologues, vous êtes pire que les missionnaires parce que vous ignorez que vous êtes des impérialistes. Ça veut dire vous imposez en installant un institut d'anthropologie en Afrique, en enseignant l'anthropologie à des Africains ici, vous naturalisez ce qui est culturel. L'anthropologie est occidentale. L'anthropologie est une occidentalisation du monde parce que ça fait partie d'une division nature-culture qui date du 19e siècle et qui est responsable pour la division universitaire entre sciences naturelles et sciences humaines, et au sein des sciences naturelles entre histoire, théologie, philosophie, sociologie, psychologie. Et donc, il faut vraiment être conscient que, même comme anthropologue, qu'on risque d'être piégé par cette naturalisation d'un phénomène qui est purement culturel. On ne peut pas faire autrement. On n'est pas congolais, on n'est pas chinois, on n'est pas bouddhiste. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On a le droit, si vous voulez. Moi, j'aime le tennis. J'ai le droit de dire aux Français et aux Belges, est-ce que ça ne serait pas mieux que vous jouiez au tennis? J'ai le droit, comme missionnaire, de dire, bon, mon Dieu, il est quand même un peu moins vache que la vôtre, qui est un vache sacré de toute façon. Donc, c'est pas très sérieux. Mais je peux le faire au nom du relativement absolu, de ce qui me paraît ce que l'humanité a fait de mieux jusqu'ici. Je n'ai rien contre l'anthropologue, j'ai bien gagné ma vie comme anthropologue. J'adore l'anthropologie, mais je suis conscient qu'en enseignant l'anthropologie, je propose et à la limite j'impose quelque chose qui m'est propre et qui n'est pas humain tout court, si vous voulez.